Ce mercredi, quelques heures après la sortie de l'épisode hebdomadaire consacré à Webb, nous avions droit à la publication d'une nouvelle photo spectaculaire prise par le télescope. Mais ce n'était pas le seul sujet important de la semaine. Pour cette raison, au lieu de me limiter à une seule actualité, j'ai décidé de déterrer le format On en reparle afin de revenir sur le SLS ExoMars 2022, le drone Dragonfly qui explorera Titan, la lune de Saturne, et la nouvelle photo du télescope spatial James Webb qui s'avère exceptionnelle à bien des égards. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais, comme d'habitude, vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et je vais directement attaquer avec la mauvaise nouvelle. Dans l'épisode où j'ai parlé de l'impact de la situation en Ukraine sur le secteur spatial, j'avais déjà évoqué le sujet de la mission conjointe européenne et russe ExoMars 2022. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, notez simplement que Rosalind Franklin, c'est le nom du rover, s'appuie sur une plateforme d'atterrissage fournie par la Russie et doit également décoller à bord d'un lanceur russe Proton. Dans cet épisode, j'évoquais notamment le fait que des missions comme ExoMars 2022 seraient probablement les dernières à sauter. Eh bien, très malheureusement, le déroulement des événements m'a donné tort. En effet, ce 17 mars 2022, quelques minutes avant que je ne commence l'écriture de cet épisode, le résultat d'une réunion du conseil de l'ESA ayant eu lieu les 16 et 17 mars était annoncé. Dans l'état actuel des choses, le programme ExoMars 2022 est gelé et il est fort probable que nous ne le voyons pas décoller. Alors, on n'en sait pas énormément sur ces décisions, mais on sait en revanche que toutes les options sont envisagées. On peut, par exemple, imaginer que ce soit un autre lanceur, comme Ariane 6, qui puisse prendre la relève pour le lancement. Mais le problème est en réalité bien plus vaste. Outre le spectromètre du rover dont la Russie se charge, cela obligerait à complètement reprendre la partie plateforme d'atterrissage, ce qui retarderait le rover de façon conséquente et facilement jusque 2026, 2028 ou même 2030. Alors bien sûr, il est encore trop tôt pour s'avancer à quoi que ce soit dans ce domaine, mais l'avenir n'est décidément pas rose pour ce rover qui aurait déjà dû décoller en 2018 et 2020. Enfin, on notera aussi que dans une récente communication, Dmitri Rogozin, directeur de Roscosmos, l'agence spatiale russe, annonçait son intention de faire atterrir indépendamment une copie de l'atterrisseur baptisé Kazachok d'ailleurs, même si ma prononciation est horrible. Cela semble ainsi indiquer que la plateforme est en possession de l'ESA, mais il est, soyons réalistes, très peu probable qu'elle soit utilisée. Donc méfiez-vous des annonces spectaculaires de ce côté, surtout avec un Rogozin dont le principal passe-temps est devenu de sortir des atrocités et des débilités sur Twitter. Mais grâce au ciel, pour le spatial européen, il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles cette semaine. Et pour ça, je vous propose de nous tourner vers la mission américaine Dragonfly, petit drone de 450 kg dédié à Titan, la lune de Saturne. Si tout va bien, il devrait décoller en 2027 et arriver sur Titan au milieu de la décennie 2030, avant de l'explorer pour 2 ans et demi au minimum. On apprenait ainsi que ce serait le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui se chargerait de DRA-MS-GC, un des instruments de la suite d'instruments qui formeront le spectromètre. Cet instrument, ou du moins cette suite d'instruments, permettra d'analyser la composition de l'atmosphère, du sol et de l'environnement de Dragonfly de façon plus générale. Mais c'était très loin d'être la seule actualité importante de la semaine. Dans la soirée du 17 mars toujours, c'était du côté du Kennedy Space Center que les choses bougeaient.
Et ce n'est rien de le dire. À partir des environs de 20 heures, la NASA a en effet commencé la sortie du SLS de son bâtiment d'assemblage, aidé du mythique crawler qui servit tant au Saturne V qu'aux navettes spatiales. Après avoir ces derniers jours progressivement retiré les plateformes qui entouraient le SLS pendant son assemblage, nous sommes donc enfin arrivés au terme de plus d'une décennie de développement, d'autant qu'on peut faire remonter les origines du SLS à l'Ares 5 du programme Constellation, programme initié en 2006. Ces images, en plus d'être tout simplement magnifiques, signent surtout le coup d'envoi du programme Artemis. Si tout se passe bien, le SLS devrait maintenant rester sur son pas de tir pendant environ 1 mois, en vue d'une répétition générale de son lancement, avant de retourner encore 1 mois dans son bâtiment d'assemblage, et puis d'enfin décoller pour la mission Artemis 1. Si nous sommes encore probablement à quelques années du retour de l'homme sur la Lune, on peut néanmoins assez aisément dire que nous n'en avons plus été aussi proches depuis longtemps. Mais un autre fait marquant que je ne pouvais pas exclure de cet épisode, c'est la publication de cette image prise par le télescope spatial James Webb. Alors déjà, pour ceux qui voudraient l'image en haute résolution, sachez que le lien sera disponible en description. Pour ceux qui la trouveraient également assez, voire trop rouge, rassurez-vous, un filtre rouge a volontairement été utilisé ici pour accentuer le contraste de l'image, image qui est tout simplement à couper le souffle. Je vous laisse admirer la population de galaxies visibles un peu partout qui n'ont, pour certaines, jamais été vues. Notez quand même dans un coin de votre tête que cette image-ci n'est encore qu'une image de calibration. Calibration qui est désormais presque terminée et va laisser place à la calibration des autres instruments. Bon, je vous l'accorde, je n'arrête pas de vous vanter les capacités de Webb, mais il va être temps, pour la première fois, de les comparer. Voici une photo de l'étoile HD 84406 prise par le télescope spatial Spitzer avec son miroir de 85 cm. Et voici maintenant la même, prise par Webb avec son miroir de 6,5 mètres. Toujours dans les comparaisons, je remercie d'ailleurs Eric Lagadec pour le lien du tweet en description pour cette comparaison-ci. Ici, une photo prise par un télescope de 2 mètres du réseau Pan-STARRS et ici la même image encore prise par Webb. Et c'est idiot, mais même si son alignement n'est pas encore parfaitement terminé, cette image permet déjà d'anticiper le fait que Webb sera capable de dépasser ses objectifs en termes de capacité et qualité d'observation. Il vient, via cette image, de prouver la fiabilité, si tant est qu'elle restait à prouver après tant d'années de développement, des télescopes à miroirs segmentés. Surtout, la voie est maintenant ouverte à la calibration du miroir et des autres instruments, ce qui permet de toujours viser juin pour les premières observations scientifiques. Mais ce n'est pas encore tout. Nous avions également droit à un nouveau selfie du télescope, selfie pris par NIRCam à l'aide d'une lentille dédiée. On voit ici très nettement la différence entre le miroir aligné et la première version de cette image prise au début de l'alignement. Mais encore une fois, il va être très compliqué de faire mieux que cette image, pour le moment, car elle est très loin de représenter le maximum des capacités de Webb, puisqu'il ne s'agit encore une fois que d'une image de calibration avec une caméra éblouie par une étoile bien trop brillante. Sur ce, avant de vous quitter, je vous propose un petit timelapse de sa calibration. Et c'est donc sur cette image que je vais vous quitter pour aujourd'hui.
Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.